Alexandre Mercier avait bâti un véritable empire, mais au cours de son ascension, il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, une famille. Il possédait absolument tout ce que l'argent pouvait acheter, à l'exception de la paternité dont il avait toujours rêvé en secret, jusqu'au jour où, dans le couloir aseptisé de sa propre entreprise, il aperçut un petit garçon de 5 ans. Il était identique à lui. L'enfant sourit, courut dans sa direction sans la moindre hésitation et prononça un mot qui figea instantanément son monde. « Papa ». C'est là que commença l'histoire d'un homme qui découvrit que le passé ne meurt jamais vraiment. Il attend simplement, tapis dans l'ombre, le moment idéal pour refaire surface. C'était un mardi ordinaire, gris et pluvieux sur Paris. Alexandre passait en revue des contrats de plusieurs millions dans son bureau du 30e étage à La Défense, entouré d'immenses baies vitrées et d'un silence corporatif absolu. Soudain, la porte s'ouvrit. Sophie, la nouvelle employée de l'entreprise de nettoyage, entra en poussant timidement son chariot de service. Derrière elle, presque caché, un petit garçon s'agrippait fermement au tissu de son pantalon. Elle murmura une excuse nerveuse. Sa mère, la grand-mère de l'enfant, avait une forte fièvre. Elle n'avait personne pour le garder. Elle promit que ce serait très rapide. Alexandre fit un geste de la main, distrait, sans détacher ses yeux des documents posés sur son bureau en chêne massif. Mais alors, quelque chose le poussa à lever la tête, et le temps s'arrêta. L'enfant avait ses yeux, son nez, la forme exacte de son visage lorsqu'il avait 5 ans, identique aux photos jaunies de sa propre enfance. Lucas sourit, et c'était ce même sourire qu'Alexandre voyait dans le miroir depuis 38 ans. Et puis, l'enfant courut, les bras grands ouverts, ses baskets clignotant sur la moquette grise du bureau. « Papa !» Sophie laissa tomber son chiffon sous le choc. Alexandre ne put bouger le moindre muscle. L'enfant serra sa jambe de toutes ses forces et répéta d'une voix plus forte et plus claire « Bonjour, papa !» Alexandre Mercier n'était pas un homme qui aimait les surprises. Il contrôlait tout dans sa vie. Chaque réunion stratégique, chaque décision financière, chaque seconde de son agenda millimétré. À 38 ans, il était le PDG d'Innova France, l'une des entreprises technologiques les plus grandes et les plus respectées d'Europe. Il se levait religieusement à 5 heures du matin. Séances de sport intenses, douches glacées, café noir sans sucre, travail jusque tard dans la nuit. C'était toujours ainsi, depuis le divorce. Il y a 6 ans, Alexandre était une personne complètement différente. Il était marié à Isabelle, profondément amoureux, et planifiait un avenir radieux. Tous deux désiraient désespérément des enfants. Ils avaient essayé pendant 3 longues années. Chaque test de grossesse négatif était un coup de poignard dans le cœur. Chaque traitement échoué, un espoir qui mourait lentement. Isabelle pleurait en cachette dans la salle de bain pour ne pas l'inquiéter. Alexandre lui tenait la main durant les interminables rendez-vous médicaux et lui promettait, le cœur brisé, qu'ils allaient y arriver. Mais les mois se transformèrent en années et le silence dans cet immense appartement haussmannien devenait chaque jour plus lourd et étouffant. Le mariage ne put survivre à une telle pression. Ce ne fut pas seulement l'infertilité qui les détruisit. Ce fut la distance émotionnelle, la frustration accumulée, le sentiment d'échec personnel qu'aucun des deux ne parvenait à surmonter. Le divorce fut rapide, aseptisé, sans cri, juste un immense vide. Alexandre se réfugia de manière obsessionnelle dans le travail. Il racheta des entreprises, étendit ses activités, conquit des marchés. Chaque prix entrepreneurial, chaque million sur le compte, chaque titre dans les journaux, rien ne comblait le trou noir de n'avoir jamais entendu quelqu'un l'appeler papa. Sophie Moreau avait 29 ans et survivait avec 3 emplois. Elle était agent d'entretien chez Innova France, caissière dans un supermarché le week-end et couturière durant ses nuits. Mère célibataire, réservée, extrêmement polie. Elle avait été embauchée par le prestataire de service il y a à peine 2 semaines. Alexandre n'avait même pas remarqué son existence. Elle nettoyait les bureaux après les heures de travail, quand les couloirs étaient déserts. Elle ne dérangeait jamais. Elle ne parlait jamais, jusqu'à ce mardi fatidique.
Sophie n'emmenait jamais son fils au travail. Mais la grand-mère qui gardait Lucas avait une fièvre très élevée. Elle n'eut pas d'autre choix ce jour-là. Elle pensa que ce serait une question de minutes. Elle pensa que personne ne le remarquerait. Elle croyait qu'Alexandre n'était plus dans la pièce, qu'elle devait juste passer la serpillière et partir. Mais Lucas vit cet homme en costume impeccable, ce visage qui ressemblait à un miroir du sien, et quelque chose de très profond en lui le reconnut instantanément. Les enfants ne mentent pas, les enfants ne calculent pas les risques, les enfants ressentent, tout simplement. Et Lucas sentit avec une certitude absolue qu'il regardait le père qu'il n'avait jamais connu. C'est là, dans ce couloir silencieux et froid, qu'Alexandre découvrit que sa vie entière n'avait été qu'un mensonge. Alexandre avait toujours désiré être père, plus que toute autre chose. Ce n'était pas un désir découvert à l'âge adulte, c'était quelque chose qu'il savait depuis qu'il était enfant, lorsqu'il jouait avec ses cousins plus jeunes, et ressentait ce besoin inné de protéger, d'enseigner, d'être présent. Son propre père était mort quand il avait à peine 10 ans. Il avait grandi en voyant sa mère se battre seule contre le monde. Il s'était promis que son histoire serait différente, que ses enfants auraient un père présent, un père qui serait là pour tout. Lorsqu'il rencontra Isabelle à l'université, il lui en parla dès leur deuxième conversation. Elle rit, trouvant cela attendrissant. Elle dit qu'elle aussi voulait fonder une grande famille. Ils se marièrent à 27 ans, pleins de rêves. Ils attendirent 3 ans pour se stabiliser financièrement. À 30 ans, ils commencèrent à essayer de concevoir. Ils pensaient que ce serait facile et naturel. Tout le monde autour d'eux avait des enfants sans effort. Pourquoi en serait-il autrement pour eux? La première année fut faite de pure attente et d'illusions. Chaque mois, Isabelle faisait le test. Chaque mois, une seule ligne maudite apparaissait. Alexandre la serrait dans ses bras, lui disait que c'était normal, que cela arriverait. La deuxième année fut le territoire des médecins. Examens invasifs, vitamines, position stratégique, calendrier d'ovulation. La spontanéité mourut complètement. Le sexe devint une tâche mécanique. La troisième année fut l'enfer des traitements. Cliniques spécialisées, hormones, des injections quotidiennes qui laissaient Isabelle gonflée et en larmes de douleur. Alexandre lui tenait la main à chaque consultation, se sentant impuissant. Il payait chaque procédure sans regarder le prix. Il faisait des blagues maladroites pour alléger la tension insupportable dans les salles d'attente. Ils passèrent par 4 tentatives de fécondation in vitro. Chacune coûtait le prix d'une voiture de luxe. Chacune apportait une vague d'espoir, puis l'arrachait brutalement de nouveau. À la 3e tentative, Isabelle tomba enceinte. Cela dura 5 semaines. Alexandre alla jusqu'à acheter un berceau. Il peignit la chambre d'un jaune tendre. Ils choisirent des prénoms. Et puis, le cœur cessa de battre. Elle le perdit dans la salle de bain de leur maison, à 6 heures du matin, complètement seule. Alexandre était en voyage d'affaires. Quand il revint, elle avait déjà changé. Quelque chose au fond de son âme s'était brisé pour toujours. La 4e tentative échoua avant même de commencer. Isabelle dit qu'elle ne voulait plus continuer, qu'elle ne supportait plus la douleur. Alexandre insista, la supplia, dit qu'il pouvait essayer encore une fois, qu'il pouvait adopter, qu'il pouvait attendre un peu. Elle secoua simplement la tête, distante. Et puis, elle avoua la vérité. Ce n'était pas seulement le traitement qui l'avait usé, c'était lui, c'était le mariage, c'était la pression étouffante, et il y avait une autre personne, quelqu'un de son travail, quelqu'un qui ne la regardait pas comme si elle était un utérus sur pattes, quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant. Alexandre ne cria pas, il ne cassa rien, il resta juste paralysé, écoutant son monde s'effondrer. Elle ajouta encore, avant de franchir la porte, « Je t'ai menti, je n'ai jamais vraiment voulu d'enfant, j'ai seulement fait semblant parce que tu le désirais tellement. » La porte se referma. Alexandre regarda le berceau vide dans la chambre jaune. Et il comprit qu'il avait tout perdu, pas seulement sa femme, pas seulement son mariage, mais le rêve même qui définissait qui il était. Et il croyait encore naïvement que le passé était mort et enterré. Alexandre ne dormit pas cette nuit-là après la rencontre au bureau.
ni la suivante. Il restait à fixer le plafond sombre, revoyant le visage de ce petit garçon. Lucas. Sophie avait prononcé son prénom lorsqu'elle s'était excusée et s'était enfuie, terrifiée. Lucas, 5 ans, cheveux bruns, yeux couleur café profond, la fossette au menton qu'Alexandre avait hérité de son grand-père. Comment était-ce possible? Le jeudi, il engagea un détective privé, un homme discret, un professionnel de haut niveau. Il demanda des informations complètes sur Sophie Moreau. Adresse, historique professionnel, situation familiale, rien d'illégal, juste le contexte. Le rapport détaillé arriva en 48 heures. Alexandre le lut seul dans son bureau, après minuit. Sophie Moreau, 29 ans, mère célibataire. Aucune mention de père sur le certificat de naissance de Lucas. Elle avait travaillé comme agent de service à la clinique Aube Nouvelle entre 2016 et 2018. Alexandre arrêta de respirer une seconde. Clinique Aube Nouvelle, l'endroit où lui et Isabelle avaient suivi tout leur traitement. Sophie était là, à la même période exacte, dans les mêmes locaux où son matériel génétique était stocké et supposément en sécurité. Il fit les calculs rapidement. Lucas était né en mars 2020. La conception avait dû avoir lieu en juin 2019. Alexandre était encore marié. Il essayait encore de devenir père. Il plaçait encore tous ses espoirs dans ces murs froids de cabinet médical. Et Sophie avait démissionné en mai 2019, de manière soudaine, sans préavis, disparue. Revenue 6 mois plus tard, visiblement enceinte, travaillant ailleurs. Elle ne remit plus jamais les pieds à la clinique. Alexandre avait besoin de réponses urgentes. Il attendit que Sophie sorte du travail le vendredi. Il l'aborda dans le parking souterrain. Elle sursauta, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Il essaya d'être gentil, doux. Il posa des questions sur l'enfant, sur le père, sur la clinique. Sophie devint blanche comme un linge. Elle secoua la tête frénétiquement, les yeux s'emplissant de larmes. « Je ne peux pas parler de ça. S'il vous plaît, j'ai signé des papiers. Je ne peux pas. » Alexandre insista, faisant un pas en avant. Elle recula, terrorisée. « Vous ne comprenez pas. Ils ont payé, j'ai signé, si je parle, je perds mon fils. » Elle attrapa ses clés avec des mains tremblantes et s'en alla, courant presque vers l'arrêt de bus. Alexandre rentra dans son penthouse avec plus de questions que de réponses. Il passa tout le week-end à enquêter de manière obsessionnelle. La clinique Aube Nouvelle avait fermé en 2021, sans prévenir les patients. Site web hors ligne, téléphone coupé. Il chercha dans les archives des journaux. Il trouva une note minuscule cachée dans la rubrique économie. Une clinique de fertilité cesse ses activités suite à des accords extrajudiciaires. Rien de plus. Aucun détail scabreux. Aucun nom de responsable. Il appela son avocat personnel le lundi à la 1e heure. Il lui demanda d'enquêter sur les procès scellés contre la clinique. L'avocat revint 3 jours plus tard avec un dossier noir. 5 procès. Tous réduits au silence par des accords de confidentialité valant des millions. Tous impliquaient la même allégation terrifiante. Échange de matériel génétique. Utilisation non autorisée d'échantillons. Des enfants nés avec un ADN qui ne correspondait pas aux parents enregistrés ou demandeurs. La clinique avait payé des millions pour étouffer l'erreur. Ils avaient mis la clé sous la porte avant que le scandale ne fuite dans la presse. Alexandre s'assit dans le fauteuil en cuir de son bureau et comprit enfin. Sophie n'avait rien volé, Sophie n'avait rien planifié. Elle était allée à la clinique, probablement comme patiente aux revenus modestes, via un programme social. Elle avait reçu une donation anonyme. Mais elle n'était pas anonyme. C'était la sienne, du matériel qu'il avait déposé là avec tant de foi, croyant qu'il ne servirait que pour lui et Isabelle. Quelqu'un à la clinique avait mélangé les échantillons, les avait échangés, vendus ou mal utilisés par négligence. Et ainsi était né Lucas. Cet enfant était son fils, biologiquement, génétiquement, indiscutablement le sien, mais pas légalement. Pas émotionnellement, pas d'aucune manière qui comptait aux yeux de la société, sauf par la vérité crue et dure de l'ADN. Alexandre avait un fils de 5 ans qui marchait dans ce monde.
un fils qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, qu'il n'avait jamais bercé pour l'endormir. Il ne l'avait jamais vu faire ses premiers pas incertains. Un fils qui appelait une autre personne maman et qui l'appelait lui papa seulement parce qu'il avait reconnu sur son visage quelque chose qu'Alexandre parvenait à peine à accepter. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas, car pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul dans sa douleur. Il était désormais responsable de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà découvert une vérité qui a complètement bouleversé votre vie? Une vérité que vous ne saviez pas si vous vouliez connaître, mais qui a changé tout votre destin? Répondez par un oui dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Je veux savoir que vous êtes là à ressentir chaque mot de cette histoire avec moi. Alexandre avait toutes les cartes en main. Il aurait pu poursuivre Sophie pour fraude, même en sachant qu'elle n'était pas coupable. Il aurait pu exiger un test ADN judiciaire, la garde totale, ses droits paternels. Il aurait pu détruire la vie de cette femme avec un seul coup de téléphone. Il avait l'argent, les meilleurs avocats, le pouvoir absolu. Sophie avait 3 emplois précaires et un fils qui dépendait totalement d'elle. Il aurait été trop facile de l'écraser. Mais Alexandre ne fit rien de tout cela. Il resta immobile, observant. Il commença à arriver plus tôt au bureau. Il voyait Sophie entrer à 6 heures du matin, avec Lucas serrant son petit sac à dos, encore somnolent. Elle laissait l'enfant sur le canapé de la réception, avec des feuilles de papier et des crayons de couleur usés. « Reste tranquille ici, mon cœur. Maman revient vite. » Lucas hochait la tête. Il ne se plaignait jamais. Il attendait patiemment. Alexandre voyait Sophie travailler. Elle était rapide, efficace, invisible pour les autres. Personne ne la regardait dans les yeux. Personne ne la saluait. Elle n'était qu'un corps de plus qui maintenait l'immeuble propre et fonctionnel. À midi, elle partageait sa petite gamelle de nourriture maison avec Lucas, la moitié exacte pour chacun. Alexandre voyait cela et se souvenait de ses propres repas, des déjeuners hors de prix dans des restaurants vides, mangeant seul tout en répondant à des emails insipides. Un jour, Alexandre arriva plus tard que d'habitude. Lucas dessinait par terre à la réception. Papier froissé, pastel cassé. Alexandre s'arrêta. Il regarda en bas. C'était un dessin de 3 personnes. Une femme, un petit garçon, et un homme en costume. En haut, avec des lettres tordues et enfantines, « Ma famille ». Sous l'homme, il avait écrit « Papa ». Alexandre s'assit par terre, avec son costume sur mesure et tout le reste. Lucas leva les yeux et sourit. « Tu aimes ?» Alexandre ne put parler. Il hocha simplement la tête, la gorge nouée. Lucas se remit à dessiner, tranquille, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde d'être là avec cet homme, qu'il appelait papa, sans même savoir pourquoi. Cette nuit-là, Alexandre se souvint de quelque chose que le détective avait mentionné en passant. Sophie avait fait la procédure seule. Elle avait été enregistrée comme mère célibataire, donation anonyme. Elle n'avait pas choisi Alexandre. Elle n'avait aucune idée de qui était le propriétaire de ce matériel. Quelqu'un à la clinique avait tout mélangé et elle avait cru recevoir un donneur quelconque. Elle aussi avait été vilement trompée. Et Lucas était la victime innocente dans tout ce désastre. Alexandre eut un choix crucial à ce moment-là. Il pouvait tout détruire, ou il pouvait essayer de construire quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Il n'avait aucune idée de comment faire. Mais pour la première fois en 6 ans, il voulut essayer d'être autre chose qu'un simple homme d'affaires prospère. Alexandre commença doucement, avec prudence. Il ne pouvait pas simplement débarquer dans la vie de Sophie et Lucas en annonçant la vérité comme une bombe. Il ne pouvait pas dire « cet enfant est mon fils », sans preuve, sans préparation, sans détruire leur monde. Alors, il créa des coïncidences. Il parla aux ressources humaines. Sophie fut promue assistante administrative. Un salaire 3 fois supérieur, horaire de bureau fixe, avantages complets. Elle refusa l'offre au début. Elle dit qu'elle n'avait pas les qualifications nécessaires. Alexandre insista avec fermeté. « C'est un nouveau poste. Vous allez apprendre. Nous avons confiance en votre potentiel, Madame Moreau. » Sophie accepta parce qu'elle en avait désespérément besoin.
Elle arrêta de nettoyer les sols et passa à l'organisation de documents, d'archives, d'agendas. Un travail simple, digne. Lucas pouvait rester dans la petite salle de repos, avec des jouets neufs qui restaient d'une prétendue campagne de dons qu'Alexandre avait inventée. Personne ne remit rien en question. Il était le patron. Il faisait ce qu'il voulait. Alexandre commença à créer des situations pour se rapprocher. Il demandait à Sophie d'apporter des documents dans son bureau. Il lui offrait le café. Il demandait nonchalamment comment allait Lucas. Sophie répondait poliment, mais toujours avec une pointe de méfiance. Il offrit une mutuelle d'entreprise premium pour les employés et leurs familles. Elle refusa. « C'est trop, monsieur Mercier. Je ne le mérite pas. » Il insista. « C'est la nouvelle politique de l'entreprise, pour tous les employés, sans exception. » Elle accepta, encore soupçonneuse. Lucas commença à s'habituer à la présence d'Alexandre. Il lui faisait un signe de la main quand il le voyait dans le couloir. Il lui montrait ses dessins. Un jour, il lui demanda directement « Pourquoi tu es pareil que moi ?» Alexandre resta muet. « Ton nez, tes yeux, c'est pareil. » Sophie tira doucement son fils par le bras, s'excusant, embarrassée. Alexandre secoua la tête. « Ne vous excusez pas, il est juste curieux. » Mais la question resta suspendue dans l'air. Les semaines passèrent et Alexandre réalisa qu'il vivait un mensonge. Pas techniquement, mais par omission. Chaque fois que Lucas lui souriait, chaque fois que Sophie le remerciait pour l'aide avec une gratitude sincère, il sentait le poids écrasant de la vérité non dite. Il voulait faire un test ADN. Il avait besoin de la certitude scientifique absolue. Mais il avait peur. Et si c'était vrai et qu'elle le haïssait pour l'avoir caché si longtemps? Et si ce n'était pas vrai et qu'il s'était seulement bercé d'illusions? Il s'attachait dangereusement à Lucas. Il voyait l'enfant et pensait automatiquement « mon fils ». Mais il n'en avait pas le droit. Il n'avait pas de papier, il n'avait rien d'autre qu'une erreur clinique et un ADN partagé en secret. Alexandre commença à rêver de Lucas, des rêves étranges et angoissants. L'enfant qui courait, lui essayant de le rattraper, toujours trop loin. Il se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade. Il commença à aller voir un psychologue. Pour la première fois en 6 ans, il raconta tout. La thérapeute lui demanda « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il répondit sans hésiter. « Je veux être son père, mais je ne peux pas lui enlever sa mère. Je ne peux pas gâcher sa vie à cause de l'erreur d'un autre. » Elle lui dit « Donc vous êtes condamné à aimer de loin. » Alexandre ne répondit pas, parce qu'il sentait que c'était exactement cela. Un mardi, tout changea radicalement. Alexandre était dans une réunion importante quand son téléphone personnel sonna. Numéro inconnu. Il répondit agacé, c'était l'école. Lucas était tombé dans la cour de récréation, il s'était cogné violemment la tête, ils avaient besoin d'un responsable immédiatement. Sophie était dans une autre réunion, portable éteint. L'école appela le 2e contact d'urgence enregistré. Alexandre, parce que Sophie avait mis son numéro comme contact entreprise après la promotion par protocole. Alexandre lâcha tout à cet instant. Il courut vers sa voiture de sport. Il conduisit comme un fou dans les rues de Paris. Il arriva à l'école en moins de 10 minutes. Lucas était à l'infirmerie, pleurant doucement, tenant une compresse sur son front en sang. Quand il vit Alexandre, il tendit les bras vers lui. Alexandre le prit dans ses bras, un mouvement automatique, instinctif. « Tout va bien, papa est là. » Le mot sortit de sa bouche avant qu'il ne puisse le penser. Lucas serra son cou de toutes ses forces et arrêta de pleurer instantanément. Sophie arriva 20 minutes plus tard, pâle et désespérée. Elle vit Alexandre tenant Lucas, le consolant, essuyant ses larmes avec tendresse. Elle s'arrêta sur le pas de la porte. Elle observa cette scène, cet homme, ce fils. Quelque chose dans son regard changea. La peur, une reconnaissance soudaine. Elle s'approcha lentement, prit Lucas des bras d'Alexandre. « Merci d'être venu. Je m'en occupe maintenant. » Alexandre hocha la tête, sentant le vide immédiat dans ses bras. Mais elle ne partit pas. Elle resta figée, le fixant, et puis elle demanda d'une voix basse et tremblante « Pourquoi tenez-vous tant à lui ?» Et si raconter la vérité la détruisait complètement? Et si elle le détestait? Et si essayer de garder le silence était pire?
Mais alors, Lucas tomba gravement malade, et tout changea. Lucas se réveilla avec une forte fièvre le jeudi. Sophie pensa que c'était un rhume banal. Elle lui donna des médicaments, des linges froids. Le vendredi, la fièvre empira drastiquement. 40 degrés. Le petit corps tremblait sans contrôle. Elle l'emmena aux urgences. Ils firent des examens. Ils l'hospitalisèrent. Infection grave. Mais il y avait autre chose. Les médecins demandèrent des tests plus spécifiques. Ils trouvèrent quelque chose de rare dans son sang, une condition génétique peu commune, quelque chose qui compromettait sérieusement la coagulation. Lucas avait besoin d'une chirurgie urgente, et il avait besoin d'une transfusion sanguine avec une compatibilité très spécifique, un type extrêmement rare. Sophie fit le test immédiatement, incompatible. Elle supplia qu'on refasse le test. Le même résultat. Elle ne pouvait pas sauver son propre fils. Les médecins dirent qu'ils devaient trouver un donneur compatible tout de suite. La banque de sang n'avait pas de stock. Un membre de la famille directe était la meilleure et unique option rapide. Sophie n'avait personne d'autre au monde. Parents décédés, fille unique, et le père de Lucas, donneur anonyme, impossible à retrouver à temps. Sophie appela Alexandre à 3 heures du matin, en pleurs, complètement désespérée. « Je n'ai personne. Je ne sais pas quoi faire. Pardon d'appeler à cette heure. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui puisse, je ne sais pas, aider d'une manière ou d'une autre. » Alexandre arriva à l'hôpital en une demi-heure. Il entra dans le service de soins intensifs pédiatriques. Il vit Lucas, petit, pâle, relié à des tubes et des moniteurs. Sophie était assise à côté, tenant sa main inerte, priant à voix basse. Alexandre proposa immédiatement de faire le test. Sophie le regarda, confuse et épuisée. « Pourquoi ? Vous n'êtes pas... » Il l'interrompit avec douceur. « Laissez-moi juste essayer. » Il fit le prélèvement. Le résultat arriva en 2 heures de tension. Compatibilité parfaite, 100%. Impossible que ce soit une coïncidence statistique. Le médecin regarda le résultat, fronça les sourcils, regarda Alexandre, puis Lucas. « Monsieur, vous êtes... » Alexandre hocha la tête solennellement. « Puis-je donner maintenant ?» Sophie était dans la salle d'attente quand Alexandre sortit de la donation, un peu pâle. Elle se leva d'un bond, yeux rouges, mains qui tremblaient. « Comment êtes-vous compatible ? Comment est-ce possible ?» Alexandre prit une profonde inspiration. C'était maintenant. Ou jamais. Il lui raconta tout. La clinique, le traitement de fertilité échoué, le matériel génétique conservé, les dates exactes, la ressemblance physique indéniable, le détective privé, le scandale étouffé avec de l'argent, la vérité dévastatrice qu'il avait découverte dans ce couloir 3 mois plus tôt. Sophie écouta tout dans un silence sépulcral. Quand il eut fini, elle ne cria pas. Elle ne l'accusa de rien. Elle laissa seulement les larmes couler librement sur son visage. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. À la clinique, ils m'ont donné ce matériel et ont dit que c'était un donneur anonyme, mais la description avait trop de détails. J'ai demandé. Ils m'ont payé pour signer des papiers de silence. Ils ont dit que si je parlais, ils m'enlèveraient. Lucas, je n'ai jamais parlé. Elle sanglota, libérant des années de peur. Tu es son père. Ce n'était pas une question. C'était un constat absolu. Alexandre hocha la tête, les yeux pleins de larmes eux aussi. « Oui, Sophie, je le suis. » Lucas entra au bloc opératoire à 7 heures du matin. Alexandre et Sophie restèrent dans la salle d'attente. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils restèrent juste là, côte à côte, 2 étrangers connectés par la plus grande peur qui existe. Perdre un enfant. Alexandre lui prit la main dans un moment d'angoisse. Elle ne la retira pas. Il n'était pas l'entrepreneur puissant ici. Il était un père terrorisé. L'opération dura 5 heures éternelles. Quand le médecin sortit, il souriait. Succès complet. Lucas était stable. Il allait se rétablir totalement. Sophie s'effondra par terre, pleurant de pur soulagement. Alexandre la soutint, l'aida à se relever avec délicatesse. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Lucas se réveillait de l'anesthésie. Il vit les 2 à son chevet, sourit faiblement. « Maman, papa. » Sophie regarda Alexandre. Alexandre regarda Lucas. Et finalement il dit
d'une voix brisée mais ferme, « Oui, Lucas, je le suis. » 6 mois plus tard, la vie d'Alexandre était méconnaissable. Il se réveillait toujours à 5 heures du matin. Mais maintenant, c'était pour préparer un petit déjeuner nutritif avant d'aller chercher Lucas. Sophie accepta qu'il fasse partie intégrante de la routine de l'enfant. Ils ne vivaient pas ensemble. Ils ne faisaient pas semblant d'être une famille parfaite de publicité télévisée. Mais il était présent pour de vrai. 3 fois par semaine, il allait chercher Lucas à l'école. Il l'emmenait au parc. Il l'aidait avec ses devoirs difficiles. Petit à petit, il construisait quelque chose qui n'avait pas de nom défini, mais qui était réel et solide. Alexandre ne poursuivit pas la clinique. Les responsables faisaient déjà l'objet d'une enquête pénale par les autorités. Il utilisa l'argent qu'il aurait dépensé en avocats coûteux pour créer un fonds d'études au nom de Lucas. Gardé, sécurisé, pour quand l'enfant grandirait et voudrait étudier ce qu'il voudrait, où il voudrait. Sophie continua à travailler dans l'entreprise, chez Innova France. Pas comme une faveur personnelle, mais comme une professionnelle compétente. Elle se révéla excellente dans l'organisation, dans le rapport aux gens, dans la résolution de problèmes complexes. Alexandre lui proposa d'être associé dans un nouveau projet social de l'entreprise. Elle accepta. Ils étaient partenaires maintenant, pas seulement pour le fils, mais aussi dans la vie d'une manière étrange et fonctionnelle qu'aucun des deux n'avait jamais planifiée. Un dimanche matin, le parc était plein de vie. Des enfants qui couraient, des parents qui poussaient des balançoires, des chiens qui aboyaient joyeusement. Alexandre apprenait à Lucas à faire du vélo sans les petites roues. Pour la 5e fois, Lucas tombait, se relevait, riait aux éclats. Il réessayait avec courage. Sophie était assise sur un banc proche, buvant un café, souriant en les voyant. Cette scène, simple, commune, parfaite. Lucas pédala 3 mètres tout seul avant de tomber à nouveau dans l'herbe. Alexandre courut. Sophie courut aussi. Ils se retrouvèrent au-dessus de la tête de l'enfant qui riait par terre, le genou écorché mais heureux. « Encore, papa, j'y suis presque arrivé. » Alexandre l'aida à se relever. Sophie nettoya la saleté sur sa jambe. Les 3 se regardèrent. Ils n'eurent besoin de rien dire. Ils étaient 3 personnes que le système avait brisées, 3 vies qu'une terrible erreur avait jetées dans la même pièce. Mais au lieu de choisir la colère, au lieu de la culpabilité, au lieu des tribunaux, ils choisirent de construire. Ce ne fut pas facile. Il y eut des jours de silence étranges et inconfortables. Il y eut des conversations difficiles jusqu'à l'aube. Il y eut des pleurs, des doutes, la peur de l'avenir. Mais il y eut aussi des dimanches matins au parc, il y eut des vélos, il y eut des genoux écorchés et des rires partagés. Alexandre ne récupéra pas les années perdues. Il ne tiendrait jamais Lucas nouveau-né dans ses bras. Il n'entendrait jamais sa première parole balbutier. Mais il gagna tous les moments qui venaient après, et cette fois, il n'allait pas en gâcher un seul. Alexandre Mercier apprit que la famille n'est pas seulement une question de biologie ou de sang. Ce n'est pas un morceau de papier signé chez un notaire. Cela ne concerne pas qui était là au début. Cela concerne qui choisit de rester. Tous les jours, même quand c'est difficile, même quand cela n'a pas de sens logique, même quand le monde entier vous dit que ce n'est pas votre problème. Sophie apprit que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage immense. Elle avait passé sa vie entière à porter tout le poids seule parce qu'elle croyait devoir le faire. Que c'était son unique obligation, que personne ne voudrait partager ce fardeau avec elle. Mais partager ne vous diminue pas. Cela vous complète. Lucas apprit, sans savoir qu'il apprenait, la leçon la plus importante de toutes, que l'amour ne vient pas tout près de l'usine. L'amour se construit, brique après brique, dimanche après dimanche, genou écorché après genou écorché. Et que parfois, les meilleures familles sont celles que la vie réunit d'une manière étrange et douloureuse, mais qui décident de rester unies de la bonne manière. La vie lança une vérité impossible dans les bras d'Alexandre. Il aurait pu répondre avec fureur, avec des procès, avec une destruction totale. Il aurait pu arracher Lucas des bras de Sophie juste parce qu'il en avait le pouvoir. Mais il choisit la voie la plus difficile et la plus noble.
Il choisit de construire au lieu de briser. Il choisit d'être un père pour de vrai, pas seulement dans l'ADN, mais dans la présence, dans le soin, dans le simple fait d'être là. Cette histoire ne parle pas de l'erreur d'une clinique. Elle parle de ce que nous faisons quand la vie nous livre quelque chose que nous n'avons pas demandé, mais qui change tout pour toujours. Nous pouvons le rejeter, le combattre, ou l'accepter et le transformer en quelque chose de beau. Alexandre accepta. Sophie accepta. Et ensemble, ils donnèrent à Lucas quelque chose qu'aucun juge, aucun test de laboratoire, aucun document ne peut donner, une vraie famille. Si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, votre j'aime nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Vraiment, je lis tous les commentaires et je tiens à répondre avec affection à ceux qui prennent un petit moment pour écrire. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires transformatrices comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude pour continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour les regarder juste après. On se retrouve dans la prochaine vidéo.